Bonsoir, bonsoir aux Saviniens qui nous regardent, aux Européens qui nous écoutent aussi, et au reste du monde. Nous nous retrouvons ce soir pour une causerie philosophique. Je suis Jean-Michel Pouzin, j'enseigne la philosophie, et Jean-François, bientôt savinien, a accepté de m'accompagner pour ces échanges philosophiques. Merci Jean-Michel de m'avoir accepté dans cette intervention en philosophie. Merci à toi aussi. Quelle est la question qui nous réunit ce soir? Elle est marquée sur le tableau. Nous allons nous demander si l'art, qui est une illusion, il va falloir le montrer, peut être une illusion utile, c'est-à-dire si l'art peut être au service du bien, de la justice. Par exemple, avoir un engagement d'ordre politique. Non, pas de politique. Et nous allons devoir y passer un peu. Bon. Oui. D'accord. J'ai une raison à cela. Il y a pas loin d'un mois, j'ai entendu sur France Info une professeure de philosophie à la Sorbonne, spécialiste de philosophie anglaise, bon, quelqu'un de fort compétent, et aussi spécialiste des séries télévisées, qui disait, alors je lis ça, ce qu'elle disait parce que je l'ai recopié. Les séries télévisées créent des valeurs communes, elles nous éduquent à la démocratie, elles sont la forme d'art aujourd'hui la plus démocratique. Cela m'a interrogé. Je me suis dit, comment peut-on dire que les séries télévisées d'abord sont de l'art, c'est peut-être une forme d'art un peu mineure, j'ai peut-être tort de penser cela, mais surtout que ça puisse servir à éduquer à la démocratie, un peu comme l'école ou comme les cours d'éducation civique servent à éduquer à la démocratie, à la morale ou à l'éthique. Alors c'est vrai que les séries télévisées ont un succès extraordinaire. En ce moment, il y a Thérapie qui passe à la télévision et beaucoup de personnes sont addictes à Thérapie. Il y a Borgen aussi, Une femme au pouvoir, paraît-il, excellent. Et apparemment, on apprend quelque chose en suivant ces séries. On apprend. Même en fait, toute l'explosion des plateformes de séries, c'est pour ça qu'avec le confinement, on est arrivé à trouver quelque chose dans les séries. Je sais pas, il y a quelque chose. Là, en ce moment, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Le Serpent, qui parle dans les années 70 en Inde, d'un serial killer, et en fait on suit cette progression. Je ne savais et pas. Effectivement, quelque part, je vous rejoins là-dessus, parce que on s'accroche à des choses. Et les séries c'est un peu addict, les séries, parce que on prend un deuxième épisode, et puis finalement on appelle ça j'ai oublié le terme, mais on peut manger une série dans la nuit, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est un truc. Et la professeure de la Sorbonne dit que on fait plus que s'identifier aux personnages et à vivre leurs histoires. Les personnages eux-mêmes prennent soin de nous. Voilà, ça va au-delà. Elle va jusque-là. Ce qui est fait. Un peu étonnant comme formule. Hein. Ça va au-delà, au-delà de ça, bien sûr. Et donc, si cette professeure a raison, l'art, au moins l'art des séries télévisuelles, mais peut-être l'art en général, c'est la question que nous allons nous poser, n'est pas simplement l'occasion d'une parenthèse existentielle, c'est pas quand nous sortons du travail ou d'une journée pénible, pendant un moment, on oublie tout, on se divertit, comme dans un rêve duquel on souhaite ne pas sortir, mais au moins, pendant un moment, c'est un peu une sorte de paradis artificiel. Et puis après, le lendemain, on retombe dans la dure réalité. Mais l'art ne serait pas du tout seulement cela. Une diversion, un divertissement, ce serait un moyen de conversion. En suivant les séries télévisées et peut-être en contemplant des œuvres d'art, nous changerions notre regard sur nous-mêmes et nous percevrions différemment la réalité, notre vie quotidienne même. Notre rapport à nous-mêmes et au monde changerait grâce à l'art. D'accord. Alors, on pourrait tout de suite là commencer. Est-il vrai que l'art est capable de faire cela? L'ennui, c'est qu'avec le gros mot que j'emploie, art, aujourd'hui,
nous risquons de nous affronter à un désaccord fondamental qui vient du fait qu'il y a ce qu'on appelle l'art contemporain. Ah, L'art contemporain qui nous fait perdre un peu nos repères, puisque l'art contemporain a perdu son petit prédicat là, devant, qui s'appelle la beauté. Il n'y a plus de beaux-arts. non mais c'est subjectif l'art contemporain. Ah, alors ça, je vais revenir dessus, Jean-François, parce qu'il faut vraiment que nous ayons une explication là-dessus. Bien sûr, Est-ce que le jugement de goût, l'appréciation esthétique n'est que subjective? tout à fait. Nous allons y revenir. Un peu de patience. D'accord. Euh, alors, faut-il tenir compte de l'art contemporain qui nous fait perdre l'habitude de parler de beauté? Il n'y a la beauté, on n'ose plus dire ce que c'est. Là, je cite Nelson Goodman, qui est un des plus grands critiques de l'art contemporain, et qui dit: nous ne savons plus définir ce qu'est une œuvre d'art. Nous ne savons plus faire qu'une seule chose, c'est dire quand il y a de l'art. Et pour lui, il y a de l'art quand quelque chose, quoi que ce soit, est mis en musée ou est offert en spectacle. Donc c'est minimal hein, comme définition. À ce compte-là, presque n'importe quoi peut être de l'art, si c'est mis en musée ou mis en spectacle. Donc on est un peu perdu. Alors franchement, je vais prendre une position un peu conservatrice et un peu à l'ancienne, et supposer quand même qu'il y a encore des beaux-arts. Que ce n'est pas une erreur, une réaction de vieux schnock que de penser que la beauté a encore quelque chose à voir avec l'art. Et alors, dans ces conditions, voici comment la question se poserait. Est-il vrai que l'amour du beau, la rencontre de la beauté, est un moyen pour rendre les hommes meilleurs, pour faire advenir davantage la justice, davantage le bien, et donc on mettrait l'esthétique, pour employer un terme un petit peu scolastique ou théorique, on mettrait l'esthétique au service de l'éthique ou de la politique. Est-ce que nous pouvons penser que oui, penser que non? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens sur l'art que de le mettre au service de buts moraux ou politiques, comme le fait ce professeur de la Sorbonne? Ouais. Comment faire? Je sens que tu te poses la question, enfin que vous vous posez la question, Jean-François. Alors je vous invite à écouter la réponse Tout à fait, tout à fait. d'un petit jeune qui s'appelle Platon. Platon, oui, Platon. Il faut toujours commencer par Platon en philosophie, hein, toujours. Pour essayer de savoir si, quand les jeunes disent « la beauté sauvera le monde », c'est pas dans les Marvel. Non. Non. Ça eût pu. Ça aurait pu. Et quand on dit la beauté sauvera le monde, quand on dit que la beauté, l'art a une mission de salut public ou universel, est-ce qu'il y a une vérité là derrière? Alors écoutons Platon. Et sa position est intéressante parce que c'est quelqu'un qui donne une place essentielle et capitale à la rencontre de la beauté. Et en même temps, je vais revenir dessus, hein, l'invention la plus extraordinaire de l'Antiquité grecque, la création artistique la plus originale de l'Antiquité grecque, une sorte de création d'art total, avec la danse, la musique, le texte, les décors, tout lié en matière artistique, il la considère comme étant de trop dans la cité idéale. Il faut chasser ces personnes qui pratiquent cet art. Vous avez deviné de quel art je parle, cet art total inventé par les Grecs, Échille, Sophocle, Euripide, le théâtre. Le théâtre. Alors comment se fait-il que Platon dise que la beauté, c'est... Et pour lui, même la seule voie de rendre à l'âme humaine sa véritable destination, et en même temps, ces champions, ces héros de l'art que sont les hommes de théâtre, les acteurs de théâtre, pourquoi dit-il qu'il faut les chasser de la cité juste? Je vais expliquer ça en 2 mots. Ouais, 2 mots. Hein. 2 mots, bah oui, parce que il n'est pas facile de résumer Platon, mais on peut quand même. Je pense. Alors, pour Platon, on pourrait faire un dessin ici. Les âmes sont tombées dans un corps un jour. C'est pas la chute des corps, c'est la chute des âmes. Et nous passons notre vie, l'âme, la pensée humaine passe sa vie à servir le corps. Il faut le nourrir, le loger, gagner sa vie pour l'abriter. Nous passons notre temps à dormir. Nous cherchons les plaisirs corporels. On est toujours dans cette... et semble-t-il. Donc depuis Platon, rien n'a changé en fait. Peut-être. Bah, c'est un peu ça quand même.
Et alors, comment renverser les choses, faire que ce soit plus l'âme qui soit au service du corps, passer toutes ces heures de sa vie à servir le corps et le plaisir du corps, mais au contraire, mettre le corps au service de l'âme, car pourquoi est faite l'âme? Eh bien, l'âme, elle est faite pour comprendre, contempler. Elle aime contempler les idées, alors la justice, la vérité, elle aime comprendre. Au fond, l'être humain est fait pour comprendre. On aimerait ne pas mourir complètement idiot. C'est ça. Avant de mourir, savoir un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette chose qu'on appelle la vie humaine, n'est-ce pas? Il essaye de comprendre. Alors, comment faire? Et l'idée de Platon, qui était une idée peut-être très originale, c'est de dire le moyen qu'ont inventé les dieux pour détourner l'âme du corps et la retourner, convertir, la retourner vers les idées de vérité, de justice, c'est la beauté. Pourquoi? Alors c'est simple. Hein. La beauté, c'est le fait qu'une apparence sensible soit plus qu'une apparence sensible et soit composée de rapports intelligibles. Je m'explique. Quand quelque chose est beau, nécessairement il y a dedans de l'unité, de la régularité, du rythme, de la symétrie. Et Platon a un mot pour résumer toutes ces qualités de la chose belle, un mot qu'on a encore d'ailleurs, en grec harmonia, l'harmonie. Et beau, tout ce qui est harmonieux, dans le ciel, dans la nature, et bien sûr aussi dans les œuvres d'art. Et donc quand on voit quelque chose de beau, on fait plus que sentir une chose sensible et en jouir. On apprend des rapports, régularité, symétrie, et ça nous mène à la capacité de faire abstraction du corps qui est beau, parce qu'on commence toujours par aimer un beau corps. Mais on ne fait pas qu'aimer un corbeau, enfin un beau corps. Oui, non, mais les corbeaux, c'est pas oui, pareil. les corbeaux, c'était pour faire une plaisanterie. Ça vaut pas grand-chose, je sais. Voilà. Ouais. Mais une fois qu'on a aimé le beau corps, dit Platon, on est vite, je pense que tu seras d'accord, enfin que vous serez d'accord avec moi, Jean-François, oui, pardon. On peut se lasser du beau corps. Les nids d'amour, ça finit par, non? Bon, passons. Je sais pas. Nous reviendrons plus tard pour Platon le dit. Le beau corps. Après, le corbeau. Parce qu'il dit qu'aimer un beau corps, c'est s'unir avec lui, faire de deux moitiés une seule chose. Et ça, c'est déjà l'harmonie. Faire de deux un. Entre l'esprit et le corps. Entre les deux corps. L'accouplement sexuel. L'amour platonicien commence par... physique, là. On n'était pas dans la philosophie. Bien sûr que si. Ah bon, pardon. Ah ben, la beauté, c'est le chemin du philosophe par excellence, puisque l'amour du beau nous conduit à la justice et à la vérité. S'il n'y a pas l'expérience du beau, on ne peut pas devenir amoureux du vrai et du juste, qui sont des rapports abstraits. Il faut commencer par des rapports concrets, sensibles, qui sont les rapports qu'on perçoit dans la beauté. D'accord. Et donc je vois un beau corps, je m'unis avec lui, je fais un seul dans l'acte amoureux, mais on se lasse, dit Platon, même parfois ça fait même un enfant, qui est d'ailleurs l'unité des deux, il est très concret, hein, il dit cela, hein, dans le banquet, mais après on se lasse et on va faire de nos âmes deux choses qui vont s'unir pour produire quoi? Non pas un enfant, mais des paroles, des dialogues. Oui. Construits à deux, des textos. Si on veut, quand on est amoureux, on fait des textos, sinon on n'est pas amoureux. Et puis après on continue. On va d'âme en âme, il y a tout, alors là ça devient un petit peu incroyable, mais il dit on va s'aimer à plusieurs âmes, plusieurs corps pour aimer ce qui nous fait de nous une seule société, un seul peuple, une seule communauté. On ne voit pas bien ce qui peut être aimable dans le fait que plusieurs corps ou plusieurs âmes se réunissent, une sorte de grand dialogue. On a dit non, ce sont les lois, l'amour des lois. Parce qu'ils pensent que dans les lois, il y a quelque chose d'harmonieux, de régulier, qui est beau. Les lois sont belles. C'est peut-être difficile à admettre chez nous qui sommes des républicains. Alors finalement, on s'éloigne quand même de notre sujet. Apparemment. Apparemment. Et donc voilà, on va recentrer quand même. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu as raison, on est loin du théâtre. On est loin du théâtre. Pour le moment, je ne vais parler que du beau. Ah oui, je précise, pour terminer, pour Platon, l'amour platonicien, éros en grec, hein, oui. C'est pas du tout l'amour de quelqu'un. Quand quelqu'un est amoureux, pour Platon, on croit aimer quelqu'un, on se trompe, on aime des rapports. On aime une image. Des rapports intelligibles, l'harmonie, l'unité, la symétrie, la proportion. Mais on ne le sait pas. Et on est conduit comme ça, par degrés, du corps à l'âme, jusqu'à l'idée du beau. Et là, une fois, après, on est tout prêt à comprendre des idées plus abstraites comme celle de justice, qui est un rapport. C'est quoi la justice? L'égalité.
C'est un rapport mathématique, Mhm. etc. Bon. Etc. Et donc, voilà, donc il donne un rôle fondamental au beau et à l'amour du beau, Platon, pour expliquer notre destination ici sur Terre. Nous devons retrouver notre vraie patrie, celle de l'intelligence, du savoir, Notre place dans, notre sur la place Terre. dans la nature, c'est ça C'est exactement, ça? grâce à la beauté. Exactement, c'est ça. D'accord. Mais alors pourquoi chasser les hommes de théâtre? Alors voici l'argument de Platon qui n'est pas trop compliqué, c'était au livre 10 de la République. Il dit il faut chasser les acteurs de théâtre parce qu'ils sont trop bons artistes, trop bons. Mhm. C'est-à-dire l'acteur de théâtre joue tellement bien le personnage qu'il joue, le rôle qu'il joue, qu'il crée l'illusion qu'il sait de quoi il parle, qu'il possède la compétence qu'il est en train de jouer. Par exemple, s'il joue à un médecin ou à un avocat ou à un mathématicien, comme au cinéma, hein, quand on voit Delon qui joue un avocat ou un mathématicien, je ne pense pas qu'Alain Delon soit très bon en mathématiques. Non, Enfin, Alain Delon non. ne joue pas. Alain Delon est. Alors, certes, mais quand il joue, quand même, enfin, vous êtes d'accord avec moi, Jean-François, Tout à fait, tout à fait. quand même, Jean-Michel. il ne peut pas être tous les personnages dont tient le rôle. Non, Il est tellement beau acteur, il est en effet Delon qui paraît être chirurgien, avocat, tout à fait. ministre, Gangster. gangster ou mathématicien, mais je crois qu'il n'a jamais joué un rôle de Je suis mathématicien. pas sûr. Et alors, où est le problème? Pourquoi est-il gênant que les acteurs de théâtre aient ce pouvoir d'illusion et de faire prendre l'apparence de la compétence pour une compétence réelle? Parce que l'acteur de théâtre est quelqu'un qui joue Mais ça tellement... gêne qui en fait? Ouais, très très bien. Pourquoi? Pourquoi? Ça gêne qui qu'un acteur de théâtre, qu'un acteur de cinéma puisse jouer tous les rôles C'est exactement la question qu'il faut poser. D'accord. Je suis content de l'avoir posé. Et Finalement. peut-être, et alors, avez-vous, pardon, une sorte d'esquisse de réponse? Parce que nous nous connaissons un peu, c'est pas la peine de le vrai. cacher. Cher, on va pas le cacher. On peut vous le dire même. Mais plus tard. Aurais-tu une esquisse de réponse Mais par rapport à qui, surtout? Par rapport à qui? Alors c'est le cas. C'est le cas. Qui ça gêne? Exactement. Voilà. Et en fait, moi après, après on arrive sur un côté politique, côté Alors, c'est extraordinaire, c'est la réponse. C'est ça. C'est en fait que. Non mais vous saviez. Ah non, bah moi j'ai jamais lu plein de choses. Hein. La République de Platon. Non mais jamais. C'est étonnant. Moi je crois que c'était une planète. Jean-François vient de dire. Je crois que c'était une planète Platon. Vient de donner Pluton. Il te vient de donner la réponse. Il vient de donner la réponse. Dans la cité grecque ancienne, il y a des personnes dont la compétence, c'est le discours. Leur action, c'est la parole. Ils prennent la parole et ils prennent des décisions. Et cette action de décision, qui se traduit par des textes écrits, c'est le rôle du législateur, qui fait des lois. Il fait des lois, et la loi, c'est simplement la traduction écrite de décisions et de paroles échangées sur l'Assemblée démocratique. Et donc, si on voit sur scène de théâtre des personnes qui, elles aussi, ne font que parler, un acteur de théâtre, que fait-il? Il donne vie à un texte. Il n'est pas l'auteur du texte. Il est l'acteur du texte. Mais il joue tellement bien qu'il fait croire qu'il possède la compétence. Eh bien, Platon dit, l'homme de théâtre va finir par annuler la différence entre le joueur à l'homme politique, par exemple, et le véritable homme politique qui lui parle, mais en sachant de quoi il parle. Sauf que parfois l'homme politique ne sait pas bien parler, il n'a pas la rhétorique, l'art de parler. Et il est même parfois ridicule par rapport à l'homme de théâtre qui lui fait illusion et est admirable. Et cette concurrence, cette rivalité est tellement grande qu'elle peut rendre ridicule l'homme politique et par un retournement étonnant faire passer l'homme politique pour un simulateur et un joueur. Platon dit ça. Les très bons acteurs de théâtre
peuvent faire prendre, oui, la réalité de l'homme politique pour un apparat d'homme politique, quelqu'un qui ne sait pas bien parler, qui n'arrive pas à paraître convaincant, et qui donc, parce qu'il n'arrive pas à paraître convaincant, ne l'est pas. Car le problème de l'homme politique, c'est le problème de la rhétorique, c'est qu'il ne suffit pas qu'il soit convaincu de ce qu'il dit, il faut qu'il le paraisse. Donc il faut qu'il possède cet art que les Grecs aussi ont inventé en même temps que la démocratie, qui est la rhétorique, l'art de parler, l'éloquence. Donc d'un côté, la rhétorique, l'éloquence défaillante de l'homme politique, de l'autre côté, le succès extraordinaire des acteurs de théâtre, c'est trop dangereux. Il ne faut pas que les acteurs de théâtre tragique, il s'agit avant tout du théâtre tragique pour Platon, parce qu'il tolère la comédie, qui est moins dangereuse. Mais le théâtre tragique est trop dangereux. Il ne faut pas que le théâtre tragique soit éducateur de la jeunesse. Parce qu'à Athènes, le peuple dépend des orateurs. Et les orateurs dépendent de l'usage de la parole publique. Et si cet usage de la parole publique est menacé par le théâtre, il faut chasser les hommes de théâtre. Oui, mais avec le comique, on peut faire passer des choses quand même qui sont encore plus tendancieuses. Plus dangereuses que le théâtre. Plus dangereuses que la tragédie, en fait. Oui. Dans l'humour noir, dans la comédie, quoi. Dans la comédie, moi, je pense que, enfin, dans l'humour, dans tout ça, quoi. Alors là, je pense que vous avez raison, c'est que Platon va contrôler la comédie. Il ne faut pas qu'elle dérape. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Parce que lui, il est sur la tragédie, mais je pense que l'humour fait plus de dégâts que la tragédie, quoi. Il pourrait, avec l'humour, oui, l'ironie. Alors là, voilà, vous avez 1000 fois raison, c'est que les pays dictatoriaux ou totalitaires ne supportent pas l'humour. Ah ben non. La fanatique ne supporte pas l'humour. Tout à fait. Alors, dans la mesure on a déjà vu ça. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, de nos jours. Oui. Et dans la mesure où la comédie est capable de pratiquer l'humour et l'ironie et la moquerie, elle peut être aussi subversive du pouvoir politique, bien sûr. Peut-être davantage que la tragédie. Possible, oui. Tout à fait. Et je pense que Platon fait avec la comédie la même chose qu'il fait avec la flûte. Ou alors c'est du déni. La flûte. La flûte, il dit c'est un instrument dangereux parce que ça peut faire des demi-tons et ça va ramollir l'âme. Il ne faut pas faire des âmes faibles et, alors, pardonnez-nous, mais féminines. C'est Platon qui pense ça, il était assez misogyne de ce côté-là. Et il faut contrôler le travail de la flûte pour qu'il puisse faire des accords virils qui donnent du courage aux âmes. Donc il y a tout au livre 3 de la République, tout un programme de contrôle des instruments de musique à destination toujours d'éducation de la jeunesse. Et Platon, c'était 500 avant Jésus-Christ. Exactement. C'est ça, hein. 5 siècles avant Jésus-Christ à peu près. Oui, tout à fait. Non, mais c'était pour resituer. Alors voilà où on en est. D'accord. Tout à fait. La réponse, oui, l'œuvre d'art a une utilité politique. Quand on regarde ce qu'est le théâtre, qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est la mise en scène des mythes fondateurs de la cité grecque. Quand la cité grecque, la société grecque met en scène ces mythes fondateurs, donc Homère, c'est elle-même qu'elle interroge. Elle se demande quels sont ses rapports avec les dieux, son rapport avec le pouvoir politique. Et donc c'est une vraie critique politique qui se joue sur la scène du théâtre tragique. Édipe joue son destin. Il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'épouse ma mère sans savoir. Est-ce vrai? Je tue mon père sans savoir. Pourquoi? Quel est ce destin que j'accomplis alors même que je veux le fuir? Donc c'est vraiment la place de l'homme dans le monde et dans la cité qui est mise en jeu sur la scène du théâtre. Donc pour Platon, c'est évident que le théâtre a une fonction politique. Et en un mot, il faut le censurer. Donc on régule la comédie et on chasse le théâtre tragique. D'accord. La question n'est pas close, parce que quelque temps après, un disciple de Platon, Aristote, n'est pas d'accord avec son maître, et il dit, mais le théâtre tragique, en effet, il a une fonction politique, mais une bonne fonction politique. Il faut le garder. C'est-à-dire, eh bien, le théâtre tragique a une fonction cathartique. La catharsis, on peut peut-être l'écrire en grec, ça sera joli. La catharsis,
c'est la purge, la purgation des passions humaines. En voyant sur la scène jouer le destin d'Édipe, je m'identifie à Édipe et je me guéris moi-même de ma propre terreur de ce qui lui arrive. Et j'ai pitié de ce qui lui arrive. Ce destin obscur qui est un peu celui de l'homme grec qui ne sait pas trop encore sa place dans le monde et son rapport avec les dieux. Quel est au fond le sens de ce que nous faisons? Que devons-nous faire? Que nous arrive-t-il? Toutes ces questions, n'est-ce pas, on se pose de manière variée, n'est-ce pas? Bon. Tout le monde se pose des questions, oui, tout à fait. Et donc, cette fonction de purge, c'est exactement ce qu'on appelle l'homéopathie. L'homéopathie, c'est soigner le mal par le mal. J'assiste sur la scène du théâtre à des choses horribles. Par exemple, une mère qui massacre ses enfants dans la tragédie Médée. Peut-être des bonnes raisons. Quand même. Peut-être. Oui. Mais autant ce serait horrible de le voir se réaliser en réalité, exactement. Autant sur scène, on y prend plaisir, dit Aristote. Ce qui est assez étonnant, hein, transformer l'horreur en plaisir, parce que cette identification, comme disent les enfants, pour de rire, ou comme disent les enfants, pour faire semblant, elle nous permet de nous délivrer de ces désirs-là qui sont en nous, désirs de meurtre, tout à fait. De vengeance, quand on estime qu'on subit un destin injuste, etc. Donc il y a une sorte d'homéopathie très utile à la cité. Autant le théâtre est effectif dans la cité, autant les citoyens n'auront pas envie de se venger d'un pouvoir injuste parce qu'ils seront guéris eux-mêmes d'une manipulation, d'un destin dont sans doute le pouvoir n'est pas vraiment la cause. Il s'agit d'autre chose de plus obscure qui a à voir avec la marche du monde ou la volonté secrète des dieux, ou peut-être comme dans le cas d'Édipe, d'une maladresse ou d'une prophétie, une malédiction qui était jetée sur lui et dont il n'est pas coupable. Hein, c'est l'intérêt d'Édipe, il est à la fois innocent et coupable, comme peut-être nous tous. Et donc on se comprend mieux et on repart quelque part réconcilié avec les autres concitoyens d'Aristote. Par rapport au théâtre. Grâce au théâtre tragique, exactement. Donc c'est ça le phénomène. Alors, à vrai dire, Aristote dit peu de choses. Alors le petit texte dans la poétique d'Aristote sur la tragédie, qui est merveilleux, qui a donné lieu à des bibliothèques de commentaires, est assez court et l'interprétation est encore aujourd'hui discutée. On ne sait pas trop exactement ce qu'il entendait par catharsis jusqu'au bout, mais ça semble bien être ce que les psychanalystes après ont compris quand ils parlent de la cure en psychanalyse. Quand on fait une catharsis aussi en psychanalyse, on se guérit de ses propres désirs inconscients en les revivant par la parole. C'est ça. C'est ça l'idée. Toujours expier. C'est ça. Comment? Toujours expier. Toujours expier ses pensées. Expier, mais alors c'est peut-être pas le bon terme. Sans culpabilité. Je crois que la psychanalyse a pour but de nous délivrer de notre culpabilité. Il s'agit plutôt de désirs inconscients. Dans la mesure où ils sont inconscients, on n'en est pas moralement responsable. C'est ça. Donc plutôt une sorte de mécanisme du désir dont on apprend à se délivrer. D'accord. Voilà, alors voici où nous en sommes. Le théâtre. Mais où en sommes-nous? Jean-Michel. Mon cher Jean-François, le théâtre est ambivalent. Tantôt, pour Platon, chose dangereuse parce qu'il réussit trop. Un art qui doit payer son succès en quelque sorte. Et pour Aristote, non, un art très utile parce qu'il permet une homéopathie sociale qui assure une certaine paix sociale. Bien. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux philosophes, entre Platon et Aristote? Eh bien, ils ont en commun de supposer que l'art est un moyen pour la politique, a une fonction politique. Est-ce vrai? Alors, c'est la deuxième partie de cette séance. Et là, on va rencontrer d'autres philosophes qui vont nous faire comprendre que peut-être c'est complètement faux. Et pour le savoir, on va essayer de faire quelques pas avec le philosophe Emmanuel Kant, réputé philosophe difficile, mais je crois qu'il dit des choses simples.
Kant prétend que l'expérience du beau n'a aucun rapport avec la justice et avec le bien. Toute idée de croire qu'on apprendrait quelque chose, qu'il y aurait une leçon, un message dans une œuvre d'art, qu'on comprendrait quelque chose qui serait utile pour la politique ou pour la morale, pour la vie commune, c'est un contresens sur ce qu'est l'expérience esthétique. Moi, je pense qu'il a raison. Pourquoi? Alors, très bien, alors. Quelles sont ces raisons? Moi, je pense que toute œuvre d'art est faite pour... En fait, c'est une sensation. C'est-à-dire quand on regarde quelque chose, on ressent quelque chose. Qu'on ressent de... Mais Jean-François, tu as lu Kant. Ah non, non, non. Ah mais si. Moi, je Ah, lis mais pas. si. Moi, j'ai Ah, mais arrêté de lire c'est moi, pas possible. depuis très très longtemps. Alors, tu dis exactement ça. Ou alors, ça L'expérience fait longtemps que j'ai... de l'art est en Je me effet rappelle plus. une expérience, comme le dit le mot, esthétique. Du même mot esthétique. Esthésis en grec, c'est la sensation. Ah, alors, j'ai pas fait de latin, c'est pour ça. C'est du grec. Donc, Ah, pardon. donc l'anesthésie, c'est la suppression de la sensation. Hein, esthésie. Ok, Donc, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de perception sensible. c'est ça. Et alors là, il y a Platon qui est un peu derrière. Hein, il n'y a que deux sens esthétiques. L'œil et l'oreille. Il n'y a pas d'art du goût, de la bouche ou du nez. Oui, On ne dira pas d'une odeur qu'elle est belle ou d'un goût qu'il est beau. On dira que c'est bon. Ça sent bon. Le champagne est bon. On ne dira pas qu'il est beau. Si on dit que le champagne est beau, là, c'est les étrange. deux belles bulles, hein. Ah oui, belle à voir. Belle à voir. À voir, l'œil. La On est d'accord. La bulle est fine. Absolument. Absolument. Donc, on perçoit. Et alors, que se passe-t-il quand on perçoit? Ah, très important. Quand on perçoit une œuvre d'art ou une beauté naturelle, parce que Kant parle beaucoup des beautés naturelles, eh bien, la perception qu'on a est désintéressée. Elle n'a pas d'autre but qu'elle-même. On perçoit de manière à suspendre le désir. On ne cherche pas à posséder, comme si on voulait jouir de quelque chose. Donc on ne cherche pas à en tirer du bien, un profit. On ne cherche pas non plus à vouloir agir pour. Donc il n'y a pas un but moral ou politique. Ça ne met pas en jeu la volonté ou le désir. Le désir et la volonté sont suspendus. Et on est dans un état qu'on appelle tout bêtement la contemplation. La contemplation est un moment de suspension du désir. Si on voit un nu féminin sur un tableau et qu'on le désire, nous ne sommes plus, mon cher Jean-François, dans la contemplation. C'est notre désir. Si nous avons des modifications physiologiques intimes, surtout pour les garçons, en voyant un nu sur une toile, eh bien il se passe autre chose qu'un rapport esthétique. Ce sera un rapport plutôt érotique ou même carrément pornographique. Donc, Il y a des sites pour ça. paraît-il. Il paraît. Donc la contemplation est désintéressée, et c'est ça l'essence du spectacle. Le spectacle est par définition une suspension du désir, de l'action, de l'intérêt. C'est un sentiment libre, un plaisir, un sentiment qui ne vaut que pour lui-même. Il est à lui-même son propre but. On a plaisir à contempler pour le plaisir de contempler. Et pour soi-même. Pour soi-même. Alors très bien. Ah, très bonne intervention. Ah, tu tends la, Bah oui, j'ai connu. la perche pour la suite. Et Kant fait un petit rapport, il dit, c'est pour ça que le mot d'ailleurs théâtre a un rapport avec le mot théorie. La théorie, c'est le regard, la contemplation, on cherche à comprendre, mais on ne cherche pas à prendre la chose, à la saisir. On cherche à en saisir les raisons de manière intelligente. Il y a un recul, un regard quand on est théoricien. Pareil, le théâtre aussi est un moment, le spectacle, c'est le regard, la distance, le détachement du spectateur et du contemplateur. Alors, première chose, premier argument. Comme tu dis très bien, donc le plaisir, la rencontre du beau est une expérience esthétique désintéressée. Bien. Deuxième argument. Tu as dit pour moi. Alors en effet, c'est uniquement pour moi. Oui, vu que c'est nous qui regardons. Mais alors, toile, c'est là où est le prodige, dit Kant. Alors peut-être qu'il a tort. Mais en même temps que je perçois une chose dont je juge qu'elle est belle, cette chose-là unique, singulière que j'ai devant moi, parce que la chose est toujours singulière, c'est jamais une chose en général. Il n'y a pas la rose belle en général, c'est cette rose-ci qui est belle. Il n'y a pas le tableau, la nature morte en général, c'est cette nature morte-là, sous mes yeux là, qui est belle ou rien.
c'est toujours une perception singulière, ici et maintenant. Alors là où je crois que Kant est un très bon analyste de l'expérience esthétique, il dit, cette expérience singulière, elle est instantanément, immédiatement, en même temps, universelle. C'est-à-dire, au moment où je perçois cette chose, que je la juge belle, je crois, sans pouvoir le prouver, que tout le monde devrait aussi la trouver belle comme moi. Il pense. Devrait. Non, il pense. Il pense, oui. 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 Mais il ne peut pas le prouver. Non. Il ne peut pas le définir. Alors ce singulier qui est en même temps immédiatement universel, c'est ça la deuxième raison qui fait que le beau est unique au monde comme plaisir. C'est le seul plaisir communicable. C'est le seul plaisir que nous éprouvions, dit Kant, dont nous sommes certains que les autres aussi devraient l'éprouver. Quand on écoute de la belle musique, on ne peut pas comprendre que les autres ne puissent pas la trouver aussi belle. Mozart, quand même. Trouver Mozart laid, c'est pas possible. Non, Chopin, non. Wagner? Alors la musique contemporaine, je ne sais pas. Bon, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça. Je fais exprès de ne pas partir dans l'art contemporain. C'est difficile. Mais et quand c'est pour ça que nous ne cessons pas de chercher à nous convaincre les uns les autres, à l'infini, sans terme, que nous avons raison de trouver ceci beau ou plus ou moins beau. Ce qu'on appelle la critique d'art. Avec l'expérience esthétique naît l'interminable, l'infinie critique d'art qui n'arrive jamais à trancher. Hein. On n'arrive jamais à prouver quoi que ce soit, mais on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Jamais. Alors que quand on goûte une coupe de champagne, enfin, comment sait-on que le plaisir qu'on éprouve est le même que le plaisir qu'éprouve autrui? Jamais. 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 Et même dans l'étreinte érotique, qui est pourtant une étreinte, disons, comment dire, étroite, que sait-on du plaisir qu'éprouve l'autre? On croit que le plaisir qu'on éprouve est aussi le plaisir de l'autre, mais nous n'en savons rien au fond. Non? À moins que... C'est un autre sujet, ça. Non, c'est bien le même, c'est bien le même. Bon, c'est le même. Ah oui, pour Platon, ouais. Pour Kant, pardon, le plaisir esthétique est le seul qui soit vrai, dont on croit qu'il est immédiatement communiqué ou communicable. Non, mais on est sur le physique, là. Sur une étreinte. Oui. Ah, parce que tu penses que parfois les dames, tu penses que les dames... Tu sais le plaisir qu'éprouvent les dames quand elles éprouvent du plaisir avec nous, les messieurs, ou l'inverse, bien sûr. Hein. On va pas parler de simulation, on est d'accord. Peut-être que c'est comme du théâtre, n'est-ce pas? On simule. Ah bah voilà. L'illusion érotique. On revient sur le théâtre, en fait. Ah, l'illusion érotique. On va finir par devenir misogyne et macho, c'est horrible. Ah non, faut pas faire ça. On coupe. Mais c'est vrai que c'est étrange, la solitude du plaisir humain, à part dans le cas de la beauté. Solitude du plaisir humain. Et alors, la conclusion qu'on en tire, avec Kant, c'est que justement, cette expérience du beau ne peut absolument pas être soumise à la morale ou à la politique ou à quoi que ce soit. C'est pas du tout parce qu'une chose est juste, ou même harmonieuse, mathématique, qu'elle est belle. Ah, mais en fait, il a dit que c'était pour lui. C'est-à-dire que chaque personne ressent ce qu'il veut. C'est ça, en fait. Et en même temps, c'est universel. Non, il pense. Oui. Sinon, on va pas dire que c'est beau, en fait, on dira que c'est agréable. Si ça n'est que pour moi, et que je ne crois pas qu'autrui aussi éprouve ça comme beau, alors le beau est confondu avec l'agréable. Et là, en effet, c'est vraiment que pour moi, comme la gorgée de champagne. Voilà, donc on pourrait conclure là, on pourrait dire, voilà, c'est fini, Platon et Aristote se sont trompés, et peut-être qu'il y a un contresens sur l'œuvre d'art, l'art est libre, est une expérience libre, qui n'est soumise à rien d'autre qu'à elle-même. Elle a une qualité unique, elle universalise le sentiment. Quand j'éprouve une beauté, mon sentiment devient quelque chose que tout être humain devrait aussi éprouver. Et donc il y a l'idée derrière qu'une communauté humaine sentimentale est possible. Nous pourrions éprouver les mêmes sentiments. Alors après, Kant dit, ça prépare l'idée d'une communauté morale universelle. Par exemple, les hommes qui auraient après des sentiments moraux communs. Mais ça prépare, ça n'implique pas. Il n'y a pas de lien logique. Il n'y a pas une conséquence. Parce que le colonel nazi qui dans un camp a tué des juifs, quelques heures après, il pleure en écoutant du Wagner.
Donc il éprouve des sentiments universels, tout en ayant en même temps un comportement, quelques heures plus tôt, absolument immoral, évidemment. Donc, c'est pas du tout parce qu'une œuvre nous universalise le sentiment qu'elle va nous ouvrir nécessairement sur le beau, sur le bien, pardon, sur la justice. Elle peut nous ouvrir aussi ou laisser place à l'injustice. Et surtout qu'elle va pas nous rendre meilleur. Absolument, c'est ça. Donc il n'est pas du tout sûr que la beauté sauvera le monde, comme parfois on chante, ou comme le disent des chansons, malheureusement. Elle apaise peut-être, mais elle ne rend pas meilleur. Ou alors, totalement indirectement. Indirectement. Très indirectement. Ça s'infuse. Oui, c'est ça. Ça modifie le sentiment, ça prépare. L'art infuse notre esprit. Oui. Alors on pourrait terminer avec, je pense que j'ai encore un peu de temps, peut-être encore un petit moment, deux petits arguments que donne un philosophe qui passe pour très difficile et qui pourtant dit une chose qui ne me paraît pas trop compliquée. Et donc il s'appelle Hegel. Hegel ? N'est-ce pas, j'écris peut-être son nom, au cas où il soit philosophe allemand qui passe aussi pour difficile, mais si les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Hegel, achetez-vous son cours d'esthétique, posthume, hein, écrit par ses étudiants, parce qu'il est mort avant d'avoir pu le finir, et c'est très facile à lire. C'est avant tout des analyses d'œuvres. À la différence de Kant. Kant parle très peu d'œuvres d'art, il parle surtout de la beauté naturelle, mais Hegel, pour lui, l'art n'est pas dans la nature, il est avant tout dans les œuvres de l'esprit humain. Et alors, ça rejoint un peu la critique de Platon. Platon dit, le théâtre, illusion, danger. Eh bien, Hegel reprend cette idée-là. Le théâtre, illusion, peut-être, oui, sans doute. L'art en général, illusion. Quand je vois une peinture, une musique aussi, la musique, c'est une sorte d'illusion d'état d'âme. Ça ressemble à des états d'âme, la joie, la tristesse. Ça mime, n'est-ce pas, apparemment. Et donc, illusion, diversion, ça fait prendre l'apparence pour la réalité. C'est donc quelque chose d'inférieur à la vérité, à la réalité. Erreur, dit Hegel. Erreur. Il explique que les illusions de l'art ont le pouvoir extraordinaire de nous faire prendre conscience que les apparences de la vie quotidienne sont des apparences. L'art est une apparence qui nous révèle que les apparences ordinaires sont des apparences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange. Alors il dit, dans son cours, hein, une œuvre d'art, quand on la contemple, nous fait prendre conscience que les apparences du monde intérieur et du monde extérieur sont des apparences. Il y a une illusion dans la vie quotidienne. Que veut-il dire? Le monde intérieur, c'est le monde des sentiments, de la mémoire, de l'affectivité. C'est toutes ces pensées qui n'arrêtent pas de se mélanger dans notre tête, les sentiments, on est dans le passé, dans le futur. Non, on en revient à un ressentiment. C'est un ressentiment, c'est un chaos qui est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Il est très difficile de voir un ordre clair, sans penser les pensées plus ou moins conscientes, plus ou moins... bon. Et si c'était clair, et si tout était facile? Ah ben, une chose qui n'est pas claire et facile, c'est bien ce monde intérieur, qui d'ailleurs échappe à chacun. Personne n'est capable de savoir ce que pensent les autres, n'est-ce pas? C'est leur jardin secret, qui est extrêmement subjectif, alors pour le coup, totalement. Et le monde extérieur, qu'est-ce que c'est? Le monde de l'action avec les autres. C'est un dédale, un labyrinthe. Il y a les lieux, les circonstances, on ne sait jamais comment ça va se passer, avec qui, comment. Il y a des malentendus. On est toujours en situation, pris dans des circonstances qu'on ne domine jamais de l'extérieur. La vie... Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. C'est toujours des carrefours, des situations complexes, un vrai dédale. Donc ce sont la vie qu'on mène dans la vie tous les jours, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, ce sont les apparences. Et alors pourquoi l'œuvre d'art nous permettrait-elle de prendre conscience que ce sont les apparences? Eh bien parce que c'est une apparence, elle, qui ne renvoie pas à autre chose qu'elle-même, à quelque chose d'inachevé, qu'il faut préciser, qui est indéterminé, qui manque de précision, parce que c'est trop immédiat. Quand on contemple une œuvre d'art, alors c'est peut-être un peu difficile à admettre, mais enfin c'est la position de Hegel, nous sommes, mesdames, messieurs, en présence de l'absolu, en présence d'une réalité absolue.
Ben, c'est surtout que c'est statique et que en fait on est que ça soit une œuvre d'art, que ça soit un film, que ça soit une série, on est sur quelque chose de bloqué, quelque chose de Alors d'établi. quoi? Alors quoi? Oui, quoi? Quoi. Cette chose bloquée, cette absolue, qui ne renvoie, Bah c'est ça l'absolu, c'est que c'est un immédiat, mais un immédiat qui n'a pas besoin de médiation pour être compris. C'est pas la peine après d'en parler, d'enquêter, comme dans le monde non, intérieur où il c'est un faut, fait, faut c'est un fait. analyser. Le tableau est un fait, le livre est un fait. Après c'est à nous d'interpréter Alors, la un fait de chose, quoi. quoi? Un fait de quoi? Alors, Hegel prétend, mais c'est peut-être la philosophie maximale de l'art. Hein. Bon, il prétend que quand on est en présence d'une œuvre d'art, on est en présence d'une manière qu'a l'esprit humain de prendre conscience de son rapport à la totalité. Par exemple, Oui, donnez-moi un exemple, Jean-Michel. un exemple très... Alors, il prend l'exemple de l'architecture, par exemple. L'architecture. Il montre qu'il y a trois types d'architecture. L'architecture qu'il appelle symbolique, où le rapport de l'être humain à lui-même, de l'esprit libre à lui-même, se fait de façon incomplète, insuffisante, parce que le rapport au Dieu, parce qu'avoir un esprit, c'est avoir en soi quelque chose de divin. En fait, les dieux, ils sont en nous aussi. L'esprit est quelque chose de parfait, du divin. C'est difficile aussi à admettre, mais bon, il a des arguments pour ça. Et ça se voit à quoi? Ça se voit que les Égyptiens ont une architecture où le rapport de l'être humain à lui-même est un rapport incomplet, dans la pyramide. La Comment pyramide, ils ont fait des pyramides? oui, c'est un tombeau qui Ah, mais c'est pointe vrai, ça. son nez et le dieu ne le voit pas. Et le dieu est mort d'ailleurs. C'est un tombeau. Il n'y a pas un rapport vivant au dieu dont l'homme est exclu. Deuxième exemple, le grec, lui, le grec antique du temps de Platon, Aristote, il a mis la place au dieu au ciel. Lui, il est bien sur terre, entre les dieux et les animaux. Il y a une place pour les dieux dans le temple, partout ailleurs, ce sont les affaires humaines. Le temple, c'est un tout autre rapport à l'homme dans la cité, où l'homme est heureux de vivre dans la cité. Le Dieu est ailleurs, au ciel, enfin, dans l'Olympe, si vous voulez. Et la forme même du temple le montre. La forme du temple, avec les galeries, c'est posé sur... Il n'est pas enfoncé comme la pyramide, n'est-ce pas? Dans le temple, une sorte de centre. Mhm. La pyramide aussi. Et l'homme peut y tourner autour avec le... On n'entre pas dans la pyramide. La pyramide, il y avait un centre. Mais on ne sait pas, c'est aveugle. Ah oui, C'est caché au regard complètement. Ah oui, d'accord. Ça s'enfonce dans l'infini. D'accord, ok. Et troisième exemple, alors là, c'est pas le Dieu qui est sous terre, c'est pas le Dieu qui est au centre, dans un lieu tout autour les hommes savent faire. Non, c'est dans l'absolu. Un Dieu qui est trop grand pour être entre les mains de l'œuvre d'art, c'est l'architecture chrétienne, dit-il, qui a son sommet de réalisation dans la cathédrale. Il dit, quand on entre dans une cathédrale, on ne peut pas ne pas lever la tête. Ça élève. Alors la raison, c'est parce que les chrétiens pensent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés à l'infini. Et il faut que donc la cathédrale exprime ce rapport qu'a l'homme à Dieu et à lui-même qu'il est fait pour l'infini. Alors que les Grecs ne sont pas faits pour l'infini. Les Grecs acceptent d'être mortels. Les immortels, c'est les dieux, dans leur coin. On leur offre un peu de fumée et un peu d'os à travers les sacrifices. Mais nous, on est ici sur Terre pour jouir d'une vie, certes courte, mais on accepte la mortalité. Le chrétien, lui, croit qu'il est aspiré à une toute autre vie. Voilà. Une autre vie. Après la mort. Voilà un peu trois façons architecturales d'être en présence de l'absolu, c'est-à-dire que l'esprit humain, dans ses rapports à lui-même et au Dieu, dirait Hegel. Alors, j'ai conscience, évidemment, d'avoir honteusement résumé et simplifié ce que dit Hegel, mais on voit un peu comme la différence complète qu'il y a entre l'architecture, entre la pyramide, le temple et la cathédrale. Mhm. Mais sans langage, ça précède le langage, c'est la pierre elle-même qui parle. La forme même de la pyramide, du temple ou de la cathédrale signifie un certain rapport de moi-même à moi-même et au Dieu, Dieu étant défini comme un esprit parfait, un esprit infini. Mhm. Nous sommes, nous, des esprits finis et imparfaits. Et pour nous comprendre nous-mêmes, on a besoin de passer par l'idée de Dieu. Ça ne prouve pas forcément qu'il y a un Dieu qui existe par ailleurs. Hein. C'est une manière de nous comprendre nous-mêmes que de passer par l'idée de Dieu.
faut bien se rassurer. Voilà. Je conclus. Certes. Je crois que la professeure de la Sorbonne qui disait que les séries télévisées étaient aujourd'hui l'art éducateur le meilleur pour la démocratie a quand même commis un contresens sur l'essence de l'art. L'art n'a pas en lui-même, par nature, de fonction politique ou morale. Alors, dans la réponse la plus simple, celle de Kant, l'art, comme tu as dit, c'est de la perception. C'est la perception. Perception extraordinaire, c'est une chose singulière qui nous ouvre à l'universel. Alors ça peut indirectement préparer un sentiment moral ou politique, mais totalement indirectement, parce que ça peut aussi laisser l'être humain complètement barbare. N'est-ce pas Céline écrit de très beaux romans, mais il est antisémite. Tout à fait. C'est un artiste, ses romans sont magnifiques, c'est de la beauté, c'est bon. Donc l'art est indépendant du bien et du juste. Il faut accepter cette réalité-là. C'est le minimum. Et au maximum, on dira que l'œuvre d'art nous met en présence d'une réalité absolue de nature un peu divine, qu'on appelle l'esprit. Alors il faudrait s'expliquer davantage, mais là, peut-être que nous sommes ici ce soir, mon cher Jean-François, pour donner envie à ceux qui nous ont écoutés de lire un peu de Kant ou de Hegel. Et sur ce, merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter, et à bientôt pour d'autres rencontres et d'autres causeries saviniennes et philosophiques.